ZT est un patient de sexe masculin âgé de 61 ans, présenté aux urgences avec de la fièvre, de la toux et une fatigue générale. 7 ans auparavant, il a été diagnostiqué d'un foie défectueux. Et au bout de 7 jours, admis à l'hôpital, on lui a placé un tube pour l'aider à respirer, vu qu'il a développé, n'est-ce pas, des troubles respiratoires. Une culture de gorge teste positif pour le virus SARS-CoV-2, qui est le virus qui cause la maladie COVID-19. Notre patient ZDT donc est atteint de cette maladie COVID-19. Un scanner de sa poitrine révèle une pneumonie. Le 28 décembre 2019, il est transféré en soins intensifs pour respiration assistée. 3 jours plus tard, le 31 décembre 2019, il est transféré à l'hôpital des maladies infectieuses de Wuhan pour un meilleur suivi là-bas. Et le lendemain, n'est-ce pas, le 1er janvier, au Nouvel An, il perd conscience et sa pression chute. Et puis il entre, n'est-ce pas, le lendemain en détresse respiratoire. On le branche donc totalement en mode maintenance vitale. Une autre infection est trouvée, mais cette fois-ci c'est une infection bactérienne. Il s'agit d'agents opportunistes qui se sont, n'est-ce pas, propagés dans son corps. Des acides en quantité sont trouvés dans son corps, vu que son corps est pratiquement en train de se détériorer tous les jours. 8 jours plus tard, son cœur s'est arrêté, l'alerte est lancée à l'hôpital, les médecins accourent pour essayer de le ressusciter, mais à 23h13 ce soir-là, son cœur s'est arrêté, l'heure du décès a été prononcée. Les acides, les bactéries, la pneumonie, les défenses respiratoires, tout ça n'a rien de nouveau, n'est-ce pas, dans le jargon médical. Les médecins en voient tous les jours et donc normalement ces situations-là sont gérées facilement à l'hôpital. Les poumons, quand ils sont affectés, peuvent causer très rapidement des dégâts majeurs et encore plus vite quand le cœur est impliqué. BM est un patient de sexe masculin, 61 ans, admis à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan, se présentant, n'est-ce pas, aux urgences avec de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Une hypoxémie, hypo veut dire faible, ox, oxygène, émis, sang. Il a donc une faible présence d'oxygène dans son sang. Admis aux urgences, il est directement, n'est-ce pas, intubé pour l'aider à respirer. Des particules de muscles cardiaques étaient trouvées en circulation dans son sang, ce qui arrive généralement lorsque le patient est en état d'attaque cardiaque ou a eu une attaque cardiaque récemment, mais ce qui n'est pas le cas de BM. Une culture de gorge teste positif pour le virus SARS-CoV-2 et donc il a aussi la maladie COVID-19. Admis à l'hôpital La Croix-Rouge de Wuhan le 3 janvier 2020, il est transféré le 4 janvier 2020 à l'hôpital des maladies infectieuses de Wuhan où il perd conscience. Un scanner de sa poitrine révèle également une pneumonie. Il est transféré en soins intensifs directement, n'est-ce pas, pour respiration assistée et là-bas, n'est-ce pas, on le positionne sur son ventre pour permettre à plus d'oxygène d'entrer dans ses poumons. La caractéristique générale du virus à couronne ou SARS-CoV-2 qui cause la maladie COVID-19, sa caractéristique générale c'est la pneumonie. Mais comment est-ce que ce virus cause cela? Eh bien, on l'appelle virus à couronne. Et bien, ces couronnes-là sont en fait des projections qui sont présentes sur la surface du virus. Et ce sont des protéines, n'est-ce pas, qui sont bien évidemment faites à base d'ADN. Et donc, on a pu regrouper le génome de ce virus. Le génome viral révèle que celui-ci est très similaire, n'est-ce pas, à son prédécesseur, le SARS, qui veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome. Eh bien, ces projections-là réagissent avec une autre protéine naturelle existante dans le corps appelée ECA, ou bien enzyme de conversion de l'angiotensine, ou angiotensine convertase 2, et non angiotensine convertase 1. Ce virus donc réagit avec cette protéine-là et il semblerait que c'est ainsi que le virus parvient à entrer dans le corps humain. Une fois que le virus entre dans la cellule respiratoire, n'est-ce pas, elle
se lie à cette protéine pour pouvoir entrer dans le noyau, n'est-ce pas, et force sa réplication à la place de la réplication de la cellule. C'est ainsi que beaucoup plus de cellules virales vont se retrouver dans le corps humain. Lorsque le virus pénètre dans les poumons, n'est-ce pas, il utilise cette protéine ECA2 pour entrer dans la cellule respiratoire, une des cellules, n'est-ce pas, du poumon, où il va, on va parler d'une sorte de hold-up. Le virus va prendre en otage la cellule dans laquelle il est entré et va, n'est-ce pas, forcer la réplication de son propre génome plutôt que la réplication du génome de la cellule normale. Pendant cette réplication-là, la cellule hôte, n'est-ce pas, va mourir. Mais ce n'est pas juste dans le poumon que l'on peut trouver cette protéine ECA2. L'estomac, le petit intestin ou l'intestin grêle en a des parties très spécifiques du système reproducteur mâle, en a aussi. Il y en a dans les reins et il y en a dans le cœur. Ce qui pourrait expliquer, n'est-ce pas, les défaillances cardiaques de BM. Eh bien, même si le virus attaque l'estomac ou l'intestin grêle ou ces parties du système génital masculin ou bien même les reins, bien que douloureux, ça ne peut pas vraiment tuer quelqu'un s'il reçoit effectivement des soins médicaux. Mais lorsque ces défaillances commencent à concerner le cœur ou les poumons, eh bien, la mort peut survenir dans les minutes qui suivent. Ce qui nous renvoie, n'est-ce pas, à la pneumonie. Eh bien, on va faire un peu de récapitulatif. Lorsqu'un virus pénètre dans le corps, n'est-ce pas, le corps va, n'est-ce pas, réagir de suite avec ses cellules défensives. Ces cellules défensives-là vont, premièrement, une des premières réponses, n'est-ce pas, c'est de dilater les vaisseaux sanguins pour pouvoir amener beaucoup plus de cellules défensives à ce lieu-là, puisque ces cellules défensives circulent dans le sang. Si beaucoup plus de sang arrive, donc beaucoup plus de cellules défensives arrivent sur le lieu d'attaque. Donc il y aura vasodilatation et ça va laisser ces cellules défensives pénétrer dans les tissus affectés, n'est-ce pas? Si c'est dans les poumons comme dans ce cas, ça veut dire que les petits vaisseaux qui sont présents dans la partie septale des alvéoles et du poumon, n'est-ce pas, seront dilatés. Mais lors de cette dilatation, pas juste les cellules défensives passent. Du fluide aussi va passer, qui est le sérum sanguin, qui va traverser, n'est-ce pas, et pénétrer le tissu. Eh bien, l'autre problème avec ça, c'est que quand ce fluide pénètre, ça veut dire que les cavités se remplissent, n'est-ce pas? Et le fluide, il est généralement séreux, donc les poumons de BM seront remplis de fluide, ce qui va, n'est-ce pas, expliquer ces défaillances respiratoires. Ces mêmes défaillances respiratoires qui s'expliquent par le fait que, eh bien, lorsque du fluide entre dans les poumons, la pression à l'intérieur sera plus grande que la pression à l'extérieur, qui est un milieu vide, et donc il n'y aura pas vraiment d'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, vu que le corps sera en quelque sorte déclaré non nécessiteux. Donc pas d'air à l'intérieur, ça veut dire que le dioxyde de carbone qui était censé sortir de notre corps est plutôt contenu. Et puis ceci est généralement très inconfortable et les patients vont chercher très généralement à respirer en contrepartie dans le tube qui leur serait bien évidemment placé. BM reçoit une injection pour paralyser momentanément, n'est-ce pas, ses muscles respiratoires, et aussi il est sédaté pour qu'il ne soit pas complètement conscient pendant ces interventions-là. Bien évidemment, il faudrait réduire sa contrepartie, n'est-ce pas, parce qu'il combat en fait la machine. Quand la machine essaie de lui envoyer de l'oxygène, ça le rend très inconfortable parce que il se sent, c'est un peu comme quand tu essaies de nourrir un bébé qui est déjà plein. Donc, il faudrait le paralyser partiellement et le sédater. Tout ceci diminuer le volume courant, paralysie partielle, sédation et tout, ce sont des mesures primaires, des mesures de première ligne avec des patients dans le cas de syndrome aigu de détresse respiratoire.
BM est donc placé sous hémodialyse parce qu'il a développé des défaillances rénales. Une infection virale peut parfois causer des infections bactériennes d'un autre côté. Certaines bactéries sont trouvées donc dans le poumon de BM. Pourquoi cela arrive? Eh bien, ça pourrait être que soit c'est parce que le virus occupe trop ou bien occupe un grand nombre, n'est-ce pas, de l'attention du système de défense humain, ou bien que ce virus-là détruit directement le système d'immunité de telle en sorte qu'il ne puisse plus être capable de combattre une infection accessoire, une infection qui vient avec celle du virus, ce qui est appelé co-infection. Mais quel que soit le cas, BM est placé sous beaucoup d'antibiotiques à large spectre, mais ce n'était toujours pas suffisant. Au bout de 9 jours, la bactérie qui était trouvée dans le poumon de BM est retrouvée flottante partout dans son corps via le sang et sa pression sanguine se met à chuter vu que cette bactérie-là dilate les vaisseaux sanguins partout et donc ça va diminuer la résistance capillaire au sang, donc sa pression sanguine tombe. Des petits caillots se mettent à se former partout dans son corps et qui se logent, n'est-ce pas, dans ses vaisseaux sanguins dilatés, dans ses organes, causant, n'est-ce pas, une dysfonctionnalité de ces derniers. Le 13 janvier 2020, BM a un arrêt cardiaque. Le code rouge est lancé à l'hôpital. Les médecins accourent pour ressusciter, mais sans succès. L'heure du décès est donc prononcée. Ces derniers symptômes mentionnés, n'est-ce pas, sont ceux-là des patients âgés. Maintenant, qu'en est-il, n'est-ce pas, des patients plus jeunes? WX est un patient de 35 ans, masculin, admis aux urgences le 5 décembre avec une fièvre de 3 jours. Il est amené directement pour des examens. Un scanner révèle une pneumonie virale. Notez bien, n'est-ce pas, que ceci est bien avant que l'urgence globale, l'urgence médicale globale ait été déclarée d'une épidémie, n'est-ce pas? Le lendemain, ses reins et ses poumons se mettent à dysfonctionner et il est mis sous assistance respiratoire. Sa situation se met à se détériorer pendant 5 jours, au bout desquels il est testé positif pour le SARS-CoV-2. Elle commence à reverser et s'améliorer. Quelques semaines plus tard, le 20 janvier 2020, il est mis sous observation, n'est-ce pas, et autorisé à quitter l'hôpital. Donc, des cas comme celui-ci, on n'en compte plus. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui ont pu résoudre, n'est-ce pas, leur situation, qui ont besoin de ce traitement médical expérimental qui a été trouvé. À l'exemple, n'est-ce pas, de ce patient aux États-Unis qui était le premier cas, n'est-ce pas? Lui, au moment où il a été admis aux urgences, il s'est présenté avec de la fièvre et des problèmes respiratoires tels que la toux, juste. Et bien, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a donné? De l'ibuprofène pour la fièvre et puis un sirop pour, n'est-ce pas, stopper sa toux. Quelques jours plus tard, sa situation ne s'améliore toujours pas et puis il entre en détresse respiratoire. C'est à ce moment qu'on lui fait la culture de gorge qui teste positif pour le virus à couronne. Celui-là va, n'est-ce pas, bénéficier d'un traitement expérimental qui a été mis sur pied en Chine, ici. Ce médicament utilise une protéine dont la séquence génétique est très proche de celle du virus. Donc, le virus va l'utiliser pour sa réplication, mais vu que les séquences génétiques ne sont pas complètement identiques, le virus ne pourra donc pas compléter sa réplication. Et ceci pourrait, n'est-ce pas, être un traitement définitif de cette maladie, mais jusqu'à confirmation, il est encore en étude. Et présentement, il est utilisé pour test, n'est-ce pas, sur presque toute l'étendue du territoire chinois et asiatique. Bien, en recap, voici ce que nous connaissons à propos du virus à couronne. La fièvre et la pneumonie sont des symptômes particuliers à cette maladie. Et des autres tels que des différences rénales, cardiaques ou bien génitales ou quelles qu'elles soient, eh bien ça dépend, ça varie de tous les patients. Il y a eu des patients qui ne présentent aucun symptôme du tout, aucun signe.
il, il est rapporté que ceux-là transmettent la maladie, n'est-ce pas, par des gouttelettes respiratoires, c'est-à-dire pendant qu'ils toussent ou qu'ils éternuent, ils peuvent, n'est-ce pas, répandre ces gouttelettes-là dans l'air et c'est ainsi que le virus se répand dans la société. Une expansion asymptomatique, n'est-ce pas, est de la plus redoutable parce que on ne sait en fait pas qui est qui, on ne sait pas qui est malade. Tu n'as aucun moyen de savoir si celui que tu salues là maintenant est malade ou pas. Mais les infections via des surfaces de contact sont possibles, mais pas autant confirmées que via gouttelette. Mais juste rassurez-vous de laver vos mains autant de fois que possible. Toute surface en contact avec l'extérieur doit être dûment nettoyée et stérilisée pour être au-dessus de la barre verte. Ces mêmes porteurs sains, comme on les appelle communément, ou malades asymptomatiques, pourraient même infecter des gens sans savoir qu'ils le font parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont malades. C'est la population ou la fraction de population la plus à craindre. Et il y a cette autre fraction de population aussi à rassurer, n'est-ce pas? Il s'agit de ceux-là qui pourraient être en train de recevoir des interventions et un traitement pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Eh bien, c'est simple. Vous pourrez être par exemple un asthmatique ou quelqu'un qui présente ces symptômes-là généralement. Il y a des gens qui sont très sensibles, n'est-ce pas, allergiques, on va dire comme ça. Eh bien, vous rencontrez quelqu'un dans un restaurant, lui, il est simplement allergique, mais il présente, n'est-ce pas, de la fièvre et il tousse, qui est l'un des signes premiers de pneumonie. Eh bien, vous contactez les services de santé, il est amené à l'hôpital, mais à l'hôpital, on le met en quarantaine. Et lorsqu'il est en quarantaine, ça veut dire qu'il est en quarantaine avec d'autres patients suspectés. Lui, peut-être, ce n'était qu'un allergique, mais il se retrouve en quarantaine avec des patients réellement infectés. Et puis, voilà comment il se retrouve finalement infecté. La santé mentale est donc un élément clé lors des épidémies de ce coronavirus, vu que généralement ces gens-là se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils se disent malades de Covid-19 alors que ce n'est que peut-être une simple allergie ou une maladie préexistante. Garder un moral fort est ce qui permettra à tout un chacun, n'est-ce pas, de vaincre avec succès cette épidémie de coronavirus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement, lavez-vous les mains tout le temps, renforcez votre système immunitaire parce qu'il en a besoin. Et plusieurs méthodes ont été proposées, naturelles comme pharmaceutiques. Renforcez-vous le système immunitaire et portez un masque lorsque vous savez que vous êtes dans des zones à risque. Ou bien, si vous êtes voisin à une zone à risque, il fait toujours bien de se protéger. Portez un masque lorsque vous êtes à l'extérieur. Si vous toussez, même si c'est une toux simple, portez un masque pour protéger des gens autour de vous. Parce que même si votre toux elle est simple et que vous passez à côté d'un malade, vous risquez de compliquer sa situation. Rappelez-vous le cas de BM qui a été sujet à une septicémie, n'est-ce pas? Donc, il vaudrait mieux de protéger chacun autour de nous et soi-même. D'ici à là, portez-vous bien et nous espérons que vous suivrez, n'est-ce pas, les méthodes de prévention mises en place par les systèmes de santé de votre localité. Merci.